to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue de parler de livres axés autour du cinéma. Vous connaissez mon invité, hein. Je vais faire une confidence. En fait, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était pour Polanski. Et en fait, on a enregistré le même jour. Voilà, donc il n'y a pas de surprise. En tout cas, il est de retour, Laurent Venheyde, pour parler d'un livre qui s'appelle Soy Cuba de Mikhail Kalatozov. Et il n'est pas tout seul parce qu'ils sont deux à avoir écrit ce livre. C'est Sébastien Laoureux qui est là avec Laurent pour nous en parler. Donc, première question que je vous pose, comment allez-vous? Très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Oui, oui. Je vous en prie, je vais quand même bien préciser les choses. Sébastien, vous êtes directeur du département de philosophie de l'Université de Namur et vous êtes co-responsable du Centre Arcadie. Et vous avez récemment co-dirigé l'ouvrage Jacques Rancière au bord de l'histoire, édité chez Quimet en 2021. Et puis Laurent, vous êtes professeur de philosophie à l'UC Louvain, Saint-Louis, Bruxelles, où vous co-dirigez le Centre Prospero et vous avez notamment fait paraître Déjà Vu, et c'est sur le retard de la création au cinéma chez Vrin. On dit Vrin ou Vrine? Vrin, je crois. Oui, en 2022. Et puis la dernière fois que vous êtes venu, c'est-à-dire Une île battue par les vents sur le cinéma de Polanski, édité chez La Lettre Volée en 2024. Je rappelle que Soy Cuba de Mikhail Kalatozov est édité chez Pull, presse universitaire de Lyon, dans la collection Le Vif du Sujet. Je remercie le service de presse pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Dans le descriptif, vous avez tous les éléments pour pouvoir vous procurer le livre. Et je crois que j'ai tout dit. Et je vais commencer par la fin. En fait, j'avais noté une dernière question à vous poser, mais j'aimerais que ce soit en fait la première. Voilà, c'est comme ça. En fait, je voulais juste savoir, Soy Cuba, qui est un film qui date de 64, aujourd'hui, qu'est-ce que ce film nous apprend sur la révolution, sur le cinéma et sur la manière dont les images peuvent construire ou déconstruire l'histoire? C'est une question que j'avais prévue à la fin d'entretien, mais voilà, j'ai envie de commencer par ça, en fait. Bah, ça peut faire toute l'émission, ça, Ouais. comme question. C'est pour ça que je la pose. Mais je dirais que au fond, c'est un film qui nous fait réfléchir aujourd'hui sur ce qu'est toute révolution et le rapport d'une révolution à l'histoire, le rapport risqué d'une révolution à l'histoire. Parce que ce qui caractérise le film de Kalatozov, c'est nous montrer certes une révolution en préparation, puisque on se situe essentiellement avant, sauf dans le dernier épisode, puisque c'est un film en 4 épisodes, avec des relations entre eux assez riches et complexes. Mais tout au long, ce qu'il s'agit de faire, c'est de réfléchir l'histoire d'une révolution et comment la dynamique révolutionnaire, au fond, s'affronte à de multiples incertitudes. Je dirais que c'est sans doute ce qui marque le plus dans Soy Cuba. Et c'est peut-être ce qui a fait aussi la difficulté de sa réception à l'époque. Peut-être Sébastien peut... Oui, tout à fait. C'est ce qui rend, enfin, c'est ce qui nous a passionnés dans un tel film, hein, c'est que ça devait être un film de propagande. Hein, ça devait être un film qui devait présenter une espèce de nécessité du soulèvement révolutionnaire, en laissant sans doute tomber les difficultés et les incertitudes de l'histoire. Or, c'est un film de propagande raté, hein, qui a été très mal reçu au moment où il est sorti. Hein. Il reste quelques semaines à peine, à la fois à Cuba et à Moscou, dans les salles. Donc c'est un film de propagande raté, et c'est cette énigme-là qui nous a intéressés, en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce que ça dit du rapport à l'histoire? Qu'est-ce que ça dit de la philosophie de l'histoire implicite qui travaille le film, hein? Et comme Laurent le disait, oui, c'est derrière ce qui apparaît d'abord comme un récit progressiste, hein, très en phase avec un certain marxisme orthodoxe, hein, cette idée que face à ces injustices subies par le peuple cubain sous le régime de Batista, il y a une forme de nécessité du soulèvement révolutionnaire. Face à cette ligne progressiste qui traverse tout le film, hein, parce que c'est vrai que les 2 premiers épisodes, on est d'abord dans des injustices qui sont subies sur un mode très individuel, hein, Maria, Betty et puis Pedro. Je veux dire, on n'est pas encore dans la grande histoire. Hein. Donc c'est progressivement, finalement, les 2 premiers récits, puis le 3e et le 4e, qui font prendre progressivement conscience d'un collectif qui est en train de se créer, un peuple qui est en train de prendre conscience collectivement de l'injustice subie. Donc derrière cette ligne assez
progressive, hein, et qui tend à faire prendre conscience à la nécessité du soulèvement révolutionnaire, eh bien, on a été intéressé par toutes les incertitudes qui traversent le film et qui sont signifiées par des enjeux formels, en quelque sorte, hein, le plus souvent. Oui, je pense que c'est ça qui est vraiment très important. Évidemment, il y a ce propos là qu'on vient d'essayer de résumer à gros traits, mais tout cela est incarné vraiment dans la matière même du film et notamment dans ce travail formel très complexe sur le plan séquence, sur les mouvements de caméra, sur la photographie que l'on doit à Sergueï Roussevski, qu'il faut citer, parce évidemment, c'est normal, on parle de Kalatozov, mais ils font vraiment duo, ils font vraiment couple. Peut-on dire dans la réalisation de Seuil Kuba, Roussevski, qui était déjà d'ailleurs le directeur de la photographie de Quand passent les cigognes, notamment, qui a été couronné par la Palme d'Or, qui a reçu la Palme d'Or en 57, autre film de Kalatozov. Et ils travailleront encore ensemble aussi sur la lettre inachevée entre Quand passent les cigognes et Seuil Kuba. Lettre inachevée qui est vraiment alors qui est vraiment remarquable. Restons sur ça, sur la collaboration Kalatozov ou Roussevski, mais moi on rajoute une troisième personne, Evtushenko. Est-ce que c'est emblématique cette collaboration? Est-ce qu'elle est emblématique d'un certain idéal soviétique du cinéma à l'époque, hein, de cette époque-là? Alors, le rôle d'Evtushenko n'est pas tout à fait clair. Enfin, tu me compléteras si il donne l'idée de départ, etc. Mais le scénario est aussi travaillé par Perna Barnett du côté cubain. Donc, Evtushenko est aussi un personnage qui a des positions, comment dire, des positions ambiguës, et je dis ambiguës de manière tout à fait positive à l'égard de tout le processus soviétique. Donc ça joue peut-être un rôle, pas facile de dire quel rôle exactement, parce que les rôles de chacun dans l'élaboration et la construction de Seuil Kuba, c'est pas toujours tout à fait évident, parce que simplement il y a très certainement des influences multiples, des dialogues, et finalement tout ça est signé par Kalatozov, mais effectivement plusieurs personnalités telles qu'Evtushenko, le scénariste cubain ou Roussevski jouent un rôle également. Mais ceci dit, sur le rôle de ces collaborations, c'est une question classique. Moi, j'ai travaillé il y a quelques années sur Anthony Mann, et on pouvait se poser la même question sur le rapport entre Anthony Mann et Alton dans les films noirs. Et à un moment donné, il y a une rencontre, quoi. On montre dans le livre notamment que un certain nombre de caractères formels qu'on retrouvera dans Seuil Kuba sont déjà présents dans le Sel de Svanesi ou Le Clou dans la botte dans les années 30, alors que Roussevski n'est pas là encore à ce moment-là. Donc voilà, il y a une alchimie, sans doute pourrait-on dire, qui se fait entre ces deux hommes, en tout cas, et plus d'autres influences encore au moment de Seuil Kuba, mais qui est préparée en amont par d'autres travaux séparés ou ensemble. Alors, ce que vous disiez depuis le début de l'émission, c'est qu'il y a une espèce de cinéma de propagande, mais bon, c'est raté. Et puis, il y a cette œuvre politique. Et je crois que le livre parle aussi beaucoup de cette tension-là. Donc, comment on aborde cette tension dans le livre et ensuite on s'en démarque? En gros, je vous pose une question sur l'architecture du livre, finalement. Oui, c'est vrai que l'une des hypothèses de l'ouvrage, hein, l'une des questions qui traverse tout l'ouvrage, porte sur cette question de la tension qui est présente dans le film. Alors ça rejoint évidemment des éléments qu'on vous donnait tout à l'heure sur la question de l'histoire, mais ce qui nous a semblé intéressant, c'est comment finalement il y a une façon, et ça se retrouve évidemment au niveau de l'esthétique, au niveau formel, hein, la façon dont Kalatozov n'adopte jamais quelque chose comme un point de vue univoque, hein. Donc il y a toujours la tentative de jouer sur une forme d'ambiguïté ou de tension qui va évidemment avoir des répercussions, on l'évoquait, sur la question du rapport à l'histoire, sur le sens même de la révolution. Un exemple, tension entre point de vue objectif et point de vue subjectif, hein. Il y a vraiment cette tentative d'affecter l'image d'une forme de sensorialité, hein, de prendre le spectateur en quelque sorte, d'affecter le spectateur, de l'immerger dans l'univers qui est décrit, mais toujours avec aussi cette capacité à ménager des moments de recul
Hein, donc, on a tout à la fois ces moments où on est au cœur de la matérialité des événements. Hein, ces très belles images, par exemple, dans les manifestations étudiantes, on est sous les jets d'eau, on est proche des visages, proche des corps. Et puis, parfois dans le même plan, hein, ces mouvements à la grue qui nous font reprendre de la hauteur, qui nous font ressaisir quelque chose du sens de l'histoire. Hein, donc, on est tout à la fois en tension avec des moments de contingence, hein, vraiment liés à la matérialité des choses, et puis des moments où on reprend de la hauteur, on ressaisit le sens de l'histoire, on ressaisit quelque chose comme une forme de nécessité de ce sens de l'histoire. Hein, donc, il y a les moments où on hésite dans la matérialité des choses, la contingence, et puis les moments où les choses semblent aller de soi, en quelque sorte. Hein. Mais Laurent, tu voulais ajouter? Oui, peut-être ajouter quelque chose, si on prend un exemple. Dans le premier chapitre, notamment, on travaille pas mal sur les horizons référentiels de Soikuba, et notamment sur les références à Eisenstein et au cuirassé Potemkin. Voilà. Vous voyez, à la fois, de manière très suggestive, très prenante, il me semble. Il y a une grande scène sur l'escalier de l'université de la Havane, avec tous les étudiants qui se révoltent, au fond, et qui descendent face aux forces de l'ordre qu'ils vont affronter. Et évidemment, on pense à l'escalier d'Odessa dans le cuirassé Potemkin, si ce n'est que les termes sont renversés. Pour dire que, par exemple, dans le cuirassé Potemkin, les lignes bien formées sont celles des soldats, évidemment, qui se trouvent au-dessus, ou des Cosaques qui arrivent en dessous de l'escalier. Or, Kalatozov met en scène un mouvement étudiant qui est un mouvement très géométrique, en fait. Et donc, il renverse par là, si vous voulez, l'ordre qui était l'ordre destructeur, si vous voulez, dans le cuirassé Potemkin, devient l'ordre que les étudiants assument dans leur révolte, si vous voulez. Et donc, on a l'impression, au fond, que la scène sur l'escalier sur l'escalier de l'université de la Havane est une manière de racheter le tragique de la scène de l'escalier d'Odessa. Mais en même temps, il y a une autre référence aussi il y a une autre référence à Eisenstein, avec une position très particulière dans le deuxième épisode, le fils d'un paysan, le fils de Pedro, qui est endormi avec une main sous le... Je ne vais pas vous le mimer moi-même, ce serait parce que je vais faire référence à Michel-Ange après, donc ça devient un petit peu dangereux. Je ne voudrais pas passer pour une statue de Michel-Ange, il y a peu de chance. Donc, il y a une posture, si vous voulez, qui est typique. On pourrait presque dire à la Renaissance, du contrapposto, si vous voulez, un contrapposto couché. Mais il y a exactement la même position d'un matelot dans le cuirassé Potemkin. Mais, donc, et en fait, aussi bien dans le cuirassé Potemkin que dans Soikuba, ce qu'il y a là derrière, j'en viens donc à la statuaire de Michel-Ange, c'est l'esclave endormi ou l'esclave mourant de Michel-Ange qui a justement cette position. Et Kalatozov y insiste. Il y a un personnage, un étudiant d'ailleurs, qui se jette à un moment donné, qui tombe d'un immeuble en jetant des tracts, et sa position est aussi assimilable à celle du matelot d'Eisenstein et à celle du fils de Pedro dans le deuxième épisode de Soikuba. Mais là, il y a une manière de choisir alors une image de souffrance, comme si les personnages qui adoptent cette posture, notamment dans le fils de Pedro, avaient pour avenir cette mort. Et donc, vous voyez, on a vraiment, au fond, presque une manière pour Kalatozov là, de faire comme une archéologie de la position de souffrance, si vous voulez. Et donc, autant la scène des escaliers était, au fond, prometteuse d'un rachat de la souffrance de jadis, autant en même temps un doute profond s'impose, parce que la posture michel-angelesque devient ici une posture de souffrance indépassable. Et on a toujours cette hésitation comme ça chez Kalatozov, de manière plus générale, parce qu'il y a des horizons référentiels, ce qu'on appelle des horizons référentiels, mais il y a aussi des jeux sur les symboles, il y a une manière d'établir un réseau entre les différents épisodes du film. De manière plus générale, on a l'impression que l'histoire avance toujours avec des chevauchements. C'est-à-dire qu'au fond, un épisode reprend en partie l'épisode qui a précédé, que ce soit avec des personnages ou avec des motifs, etc. Et donc, je ne dirais pas qu'on a l'impression, je ne voudrais pas dire ça d'ailleurs, mais que l'histoire fait du surplace, mais c'est comme s'il y avait une menace ou une possibilité, un risque du surplace dans l'avancée même de l'histoire, un risque de la répétition, si vous voulez, dont on se dégage, mais avec quelques difficultés, avec quelques périls. Et donc, vous voyez, c'est ce qui fait que l'histoire ne va pas sereinement son chemin, certainement pas dans Soikuba.
c'est une histoire incertaine de ce qu'il vise et de ce qu'elle vise, pardon, et incertaine dans la dynamique même de son avancée. Vous voyez, donc là, ça passe vraiment par des motifs, par des éléments de mise en scène très complexes et très maîtrisés à la fois par Kalatozov. Pour rester sur Eisenstein, avec Eisenstein, pardon, là, vous parlez donc de comment le film Soykuba articule les 4 récits, comment ça construit aussi un discours unifié sur l'histoire et la révolution. Et il y a Eisenstein, et ça me rappelle le film Que Viva Mexico. Est-ce que dans Que Viva Mexico, il y a très fortement, dans la manière d'articuler les récits, une espèce de geste un peu décolonial, peut-être, avant l'heure. Est-ce qu'on peut parler de cela aussi concernant Kalatozov avec Soykuba, avec cette manière aussi d'unifier l'histoire et la révolution? Est-ce qu'il y aurait comme ça, c'est un film de 64, il y a pas mal de pays qui ont retrouvé leur indépendance. Est-ce qu'on peut annoncer un geste décolonial de la part de Kalatozov, ou on est complètement éloigné de ça? Mais en tout cas, il y a clairement la dénonciation d'un certain impérialisme occidental, en quelque sorte, hein, qui est incarné par les États-Unis, par la mainmise qu'avaient les États-Unis. Ça apparaît très clairement dans les 2 premiers épisodes. Donc je dirais par ce biais-là, en tout cas. Oui. Mais je pense qu'on ne peut pas dire abruptement que Soykuba est un film décolonial, mais le fait même que ce soit un film qui doute de sa propre propagande et qui est tourné à Cuba avec les forces vives de l'île cubaine, forcément, il y a une possibilité d'une relecture en ce sens. En tout cas, il y a effectivement une déconstruction très claire de l'acte colonisateur par de multiples voies, hein, soit l'exploitation des corps, particulièrement dans le premier épisode. Oui, donc il y a de multiples manières de mettre cela en évidence, y compris, alors, si vous voyez, toujours avec un jeu d'ambiguïté très important chez Kalatozov. Par exemple, vous voyez la critique de la colonisation américaine, ou en tout cas de la prise qu'ont les Américains sur Cuba. Il y a une manière aussi toujours très, très ambiguë, équivoque, questionnante, au fond, de traiter de tous ces enjeux, y compris coloniaux. Par exemple, une des scènes où la puissance colonisatrice apparaît comme la plus, sinon la plus violente, du point en tout cas emplie de morgue, etc. C'est une scène qui fait en même temps référence à la comédie musicale américaine. Donc il va jouer sur les 2 tableaux, vous voyez. Oui, peut-être aussi la fameuse, le plan séquence de la piscine, hein, qui ouvre le film. Bon, voilà, c'est censé être un plan séquence critique, hein, à l'égard du mode de vie des touristes américains sous le régime de Batista. Or, il faut reconnaître, je ne sais pas quel est votre souvenir à la vision du film, hein, et la vision de ces images, il faut reconnaître que quand on les voit, la dimension critique, elle n'apparaît pas, en tout cas de façon univoque. Hein, on se dit, ça n'a pas l'air si désagréable que ça, finalement, d'être là au soleil, au bord d'une piscine. Or, c'est censé quand même être extrêmement critique. Hein. Donc, il y a donc certes un geste critique, comme Laurent le disait, mais qui, en effet, est toujours questionné lui-même. Hein. Donc, ce plan séquence-là, il va apparaître critique, évidemment, quand on le repositionne dans l'ensemble du film, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de l'analyser de façon immanente, ce qu'on essaie de faire dans le livre, et d'essayer de voir formellement qu'est-ce qui, dans ces images, alors qu'on a l'impression d'avoir affaire à tout ce qui est de l'ordre des clichés liés à la fête, etc., donc il y a un pouvoir de fascination, en fait, de ces images. Hein. On est fasciné, pour une part, par ces images. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qui, à côté de ce pouvoir de fascination, hein, de ces images, ce qui crée aussi une gêne, finalement. Hein. Et donc là, on revient sur tout ce qui est de l'ordre des aspects formels, décadrage, cadrage insolite, la continuité de la prise de vue. Il y a une volonté, finalement, et ça pourrait renvoyer au travail qui a été celui de Kalatozov au début de sa carrière, hein, avec le sel de Svanessy, le clou dans la botte. Mais il y a la volonté de provoquer quelque chose comme un sentiment d'étrangeté, finalement. Hein. C'est une espèce de processus de défamiliarisation que Kalatozov a d'ailleurs lui-même théorisé dans un texte de jeunesse, hein, une espèce de manifeste où il montrait finalement qu'il ne fallait pas filmer la réalité depuis un point de vue usuel. Il ne fallait pas filmer la réalité depuis un point de vue simplement humain. Hein, il fallait adopter sur la réalité des points de vue étranges qui permettaient en fait de la dévoiler autrement, de l'interroger.
Et ben, une de nos idées, c'est que à cet égard, on peut faire un lien finalement entre le début de la trajectoire de Kalatozov et Soykuba, hein, plutôt que de voir dans ces cadrages insolites, ces virtuosités techniques, une forme d'esthétisme vide, gratuit, hein. Au contraire, notre hypothèse, c'était que tout cela est toujours justifié, si pas d'un point de vue narratif, avec un objectif critique, c'est-à-dire d'interroger la réalité qui est filmée, hein. Et donc voilà, ce plan séquence de la piscine, il est intéressant en cela. À nouveau, un caractère ambigu, hein. On est à la fois fasciné et puis on est gêné. Il y a quelque chose qui a un sentiment d'étrangeté qui émerge, qui émane pardon, de ces images. C'est vrai que Kalatozov était proche du LEF aussi au début de sa carrière. C'est le Front de gauche de l'art qui était plutôt un lieu de réflexion sur le formalisme, alors qui, à l'époque du stalinisme, a dû battre en retraite, n'a guère eu le choix. Mais il reste ces dimensions formalistes chez Kalatozov, mais d'un formalisme qui a vraiment son enjeu propre et qui produit une déstabilisation constante, hein, du spectateur. Nous avons notamment travaillé aussi sur la bande-son, et il est très intéressant de voir comment la bande-son investit une hésitation constante entre l'intradiégétique et l'extradiégétique. Et l'utilisation, les références même à la comédie musicale, parce qu'il y a une dimension même de comédie musicale aussi dans Soykuba, va tout à fait en ce sens. Le propre de la comédie musicale, c'est qu'au fond, vous ne savez jamais très bien si le son, le chant, etc., est intradiégétique. Souvent, il commence intradiégétique pour devenir extradiégétique, ou pour le dire dans les termes de Michel Chillon, il commence comme une musique d'écran, donc qui participe de ce qu'on voit, à une musique de fosse. Il y a une hésitation comme ça constante qui produit une altération du point de vue du spectateur, en quoi, au fond, Kalatozov est encore aussi l'héritier, où il remobilise Chomsky, un des grands théoriciens formalistes russes, qui a théorisé un concept qui est encore très souvent utilisé aujourd'hui, l'étrangéisation. En russe, c'est l'ostranenie, si je me trompe, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais voilà. Et donc, qui, comme Sébastien le disait, fait que nous n'avons pas un point de vue immédiat, clair, d'usage sur ce qui est vu, mais justement un point de vue décalé et un point de vue incertain par la main. D'ailleurs, vous dites l'étrange, je l'ai noté, oui, l'étrange bande-son d'une révolution. Oui, ah oui, le titre, oui, parce qu'effectivement, elle est tout à fait déstabilisante. Et puis, c'est pas, on s'attend pas tout de suite, quand on regarde Soykuba, à devoir faire des références à la comédie musicale. Or, alors, c'est Eugénie Zvonkin, grande spécialiste du cinéma russe, qui fait d'ailleurs cette référence dans les bonus de l'édition DVD chez Potemkin, et je pense qu'elle a tout à fait raison. Et on a exploré cette dimension-là, cette dimension de comédie musicale qui est très présente et qui est une manière, là encore, de jouer, en l'occurrence avec un genre, à la fois en le pervertissant, mais en utilisant aussi ce qui en fait le cœur, quoi. Vous voyez, cette hésitation entre musique d'écran et musique de fosse. Dans le chapitre 2, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, voilà, opacité et mouvement, il y a un moment, vous parlez de l'épaisseur de l'image. Vous convoquez cela. J'aurais bien voulu que vous nous expliquiez cette notion en rapport avec l'analyse cinématographique du film, l'épaisseur de l'image. Alors, l'épaisseur de l'image, on faisait référence, si vous voulez, au fait que, bien sûr, il y a de nombreux plans séquences dans Soykuba, mais après tout, ces plans séquences ne sont pas toujours extraordinairement long. Le plan séquence, surtout dans Soykuba, parce qu'il permet, c'est le mouvement de la caméra, on l'a plongé dans la matière même de l'île, en l'occurrence, ou de la lutte, etc. Plongé en s'affronte, parce que justement, est plongé à des obstacles. Il y a un jeu d'opacité sans cesse chez Kalatozov, dans Soykuba, mais aussi déjà dans La lettre inachevée ou dans Quand passaient Cigogne, ou même avant. Donc il y a une manière, si vous voulez, pour leur part, de s'engager dans le parcours, de s'engager dans l'auteur, si vous voulez. L'image ne paraît certainement un aplat dans Soykuba. L'image, c'est vraiment ce dans quoi on plonge, et ce par rapport à quoi, d'ailleurs Sébastien le disait tantôt, bien, ce par rapport à quoi aussi on prend distance. Parce que vous avez une caméra qui à la fois entre dans la matérialité main, avoir l'impression qu'elle se perd dans la matérialité même du paysage, notamment, parce que on souligne aussi que Kalatozov est un grand paysagiste, donc elle
dans ce pays. Et en même temps, il y a un souci d'essayer de voir clair. Donc, il y a des moments où la caméra se distancie, puis plonge. C'est le cas notamment dans cette scène très émouvante de la mort du jeune étudiant, d'Enrique, tué par les forces de police. Donc, vous voyez, c'est qu'il y a épaisseur. Il y a une manière à la fois de rentrer dans la texture du monde et du social, et en même temps de pouvoir, jusqu'à un certain point, jamais totalement, parce qu'on est toujours immergé malgré tout, mais en même temps de pouvoir malgré tout prendre quelques distances pour comprendre l'histoire. Vous évoquez, Enrique, la scène de sa mort, et à un moment, je crois que le fait qu'il ne tire pas, vous parlez d'impossibilité de l'action à distance. Bon, il y a ça. Et puis, à côté, le spectateur est souvent impliqué par la gestuelle de la caméra, si on peut dire ainsi. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y aurait une espèce de rapport un peu méta avec le spectateur? Est-ce que ce film propose ça, essentiellement? Qu'est-ce que vous entendez par méta? C'est-à-dire? Par méta, par le fait qu'il soit comme si il soit intégré dans le processus créatif du film. C'est-à-dire que si le film, s'il n'y a pas le spectateur, il y a une interactivité tellement forte avec le spectateur qu'on a l'impression que la présence du spectateur participe à la création du film en mouvement. Oui. Oui, enfin, c'est aussi une de nos hypothèses. C'est pour ça que je vous en parle. Oui, oui, oui. Alors, on peut le montrer à plusieurs égards, hein, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de séquences, de plans-séquences, où il y a une volonté, en fait, d'impliquer le spectateur. Et en effet, le fait d'impliquer le spectateur a des répercussions sur la façon même dont les images sont élaborées. Hein, et donc, alors, un exemple parmi d'autres, je pense à la séquence dans le 2e épisode, le touriste américain qui a passé la nuit avec Betty, hein, cherche à s'extraire du bidonville. Hein. Alors, il y a un caractère de très belles images, hein, il est pris dans une forme de labyrinthe, il a du mal à s'en extraire. Et là, il y a tout un jeu avec des regards caméra. Donc, on a l'impression que la caméra, à un certain moment donné, épouse le point de vue subjectif de Jim, hein, le touriste américain. Il déambule, il passe tout près d'enfants qui demandent de l'argent. Bon. Donc, on a l'impression vraiment que la caméra incarne le personnage de Jim. Et puis, à un moment donné, le personnage de Jim apparaît dans le cadre, donc au cœur même de ce qui est censé être son propre regard, quoi. Donc, Jim est à la fois le voyant et le vu, puis il redisparaît du cadre, et la caméra semble reprendre un point de vue subjectif, mais voilà, à la fois avec une gêne, on se dit que ça ne peut pas être Jim. Bon. Et tout ça crée finalement une visibilité ambiguë dans ces images, et oui, implique le spectateur, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un peu intrus finalement, hein, dans ce bidonville. On découvre la misère de ses habitants, on a l'impression qu'il y a une indécence de ce touriste à s'y promener de cette façon-là. Donc voilà une des façons dont le jeu avec le spectateur s'effectue. Oui, et pour revenir par exemple aussi à la bande-son, l'incertitude quant à la source de ce que l'on entend, et surtout quant au statut de ce que l'on entend, est une manière aussi d'impliquer le spectateur. Parce qu'on ne peut pas regarder Soikuba sans se demander sans cesse ce qu'on est occupé à voir et à entendre. C'est une co-implication, et une co-implication, vous voyez, c'est en ça que, même si on disait c'est un film de propagande raté, au sens où ce n'est pas une propagande univoque, etc., en même temps, c'est un film qui nous implique dans le mouvement historique, y compris dans ce mouvement révolutionnaire naissant. Simplement, le mouvement révolutionnaire lui-même est incertain. Et donc, on est impliqué par l'incertitude, par l'absence de définition univoque, par exemple, de ce que vise la révolution. C'est très frappant que dans tout le film, on ne sait pas exactement à quoi va mener la révolution. Ne nous est pas montré les premières réalisations de la révolution castriste, par exemple. On reste en deçà de cette détermination. Et donc, avec une image aussi, je dirais pas indéterminée, mais vraiment ambiguë ou équivoque, forcément le spectateur est impliqué, parce qu'il n'est pas en position passive de celui qui sait ce qu'il voit.
Il y a évidemment un moment assez extraordinaire à cet égard, c'est le fameux plan séquence du cortège funèbre, hein, après la mort d'Enrique. Alors, on pourrait dire que c'est un des rares moments dans le film où on a affaire, hein, dans ce plan séquence, donc qui dure là, je pense, 2 minutes 30, donc c'est pas très long, mais évidemment, ce qui est fabuleux, c'est le caractère, la prouesse technique, hein, donc dans ce plan séquence, c'est une des seules fois où le mouvement paraît extrêmement homogène, unanime, hein, donc c'est cette caméra qui est d'abord au cœur du défilé. On cadre Gloria, hein, qui avait eu quelques contacts avec Enrique, puis Alberto, et puis la caméra monte le long d'une façade, hein, alors, un mouvement qui semble ne pas devoir s'arrêter, hein. Elle traverse la rue, donc on a toujours le défilé en contrebas. Elle rentre dans une fabrique de cigares. Et alors là, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment la caméra qui, en passant parmi les ouvriers qui sont en train de fabriquer leurs cigares, qui va les mettre en mouvement, hein. Donc les ouvriers qui étaient en train de travailler se mettent en mouvement au passage de la caméra, prennent un drapeau, le déplient à la fenêtre. Et puis alors, il y a ce mouvement extraordinaire, hein, cette caméra qui ne s'arrête pas, qui continue le mouvement et qui s'envole littéralement dans les airs, hein. En tout cas, quand on le voit la première fois, on ne voit pas trop les détails techniques qui permettent ça, donc on a l'impression que vraiment, il y a littéralement... et donc, elle retrouve le défilé en contrebas. Et donc, là, il y a vraiment une forme d'unanimisme dans tout ce mouvement, hein. Il s'agit de montrer comment, oui, une conscience collective est en train d'émerger. Hein. Il y a vraiment l'énergie collective qui émerge, en quelque sorte, à la faveur de ce mouvement d'appareil. C'est une façon de montrer que, certes, il y a déjà beaucoup de gens dans la rue, mais ceux qui n'ont pu rejoindre la rue participent aussi de ce mouvement, hein. La rue ne peut pas contenir la totalité du peuple cubain, mais c'est comme s'il y avait une forme d'unanimisme. Et donc voilà, c'est une façon à nouveau d'emporter le spectateur, hein. Mais évidemment... Alors ça, ce serait un peu long à expliquer. On assiste à des funérailles, hein. Donc il y a à la fois ici une espèce d'enthousiasme, hein, l'énergie révolutionnaire est en train de naître, et puis il y a une forme de retenue parce que les visages qu'on a vus lorsque la caméra était plongée dans le défilé, ce sont des visages qui sont marqués par, oui, par une forme de retenue. Voilà. Au contraire du plan séquence finale, le plan séquence qui termine le film, où là on a des visages extrêmement enthousiastes, hein. Il y a visiblement une première victoire qui est... alors on ne sait pas si c'est une première victoire ou si c'est déjà le moment de fêter la révolution, mais en tout cas, là on retrouve des visages joyeux, il y a l'hymne cubain qui retentit, et là, au contraire, on retrouve ce qui a été formellement le cas dans l'ensemble du film. Formellement, c'est beaucoup moins unanimiste, homogène, c'est plus ambigu. D'abord, on a une caméra qui est un espace qui est opacifié par de la fumée, par des feuilles, donc c'est comme si le mouvement de ces rebelles était quand même contrarié. Et puis alors surtout, et ça rejoint ce que Laurent disait il y a un instant, surtout, là où dans le plan séquence du cortège funèbre, ça terminait sur une ouverture, hein, il y avait vraiment cette idée d'ouverture à l'avenir. Eh bien, dans le cadre de la séquence finale, il n'y a pas de contre-champ, en quelque sorte. On n'a plus cette ouverture vers l'avenir, et c'est comme si, jusqu'à la fin, il y avait une interrogation sur l'après de la Révolution. Donc, Soy Cuba, c'est vraiment un film qui s'installe dans l'entre-deux, dans le moment révolutionnaire, et qui ne cible pas les positivités qui pourraient en émerger, comme s'il y avait une retenue sur... le moment d'institutionnalisation qui va nécessairement suivre le moment de la rupture révolutionnaire, quoi. Une interrogation même sur ce qui va se remettre en place après. Alors à partir de là, on pourrait faire des hypothèses sur quel était le sentiment de Kalatozov et Roussevski eux-mêmes, hein, sur le rapport à leur propre révolution, qui commençait à dater un petit peu, évidemment, à ce moment-là, et surtout sur l'après de leur propre révolution, hein, puisqu'ils avaient une longue expérience de l'appareil institutionnel soviétique. Est-ce qu'ils avaient des retenues par rapport à cet appareil? Voilà, ça, ce sont des hypothèses. Mais en tout cas, formellement, c'est intéressant de cibler ces caractéristiques, quoi. Oui, ça de toute façon équivoque parce que tous les deux, Roussevski a clairement des positions anticapitalistes, etc. Hein, donc il ne faut pas en faire un opposant au régime soviétique. Kalatozov, Kalatozov a eu des fonctions officielles importantes, etc. Mais il n'empêche que tous les deux contribuent à un film qui interroge la révolution, ce qu'est l'expérience révolutionnaire, quoi.
Est-ce que le film construit une éthique du regard selon vous? En quel sens, éthique du regard? Vous voulez dire, c'est, c'est-à-dire, vous voyez, moi, j'ai plutôt l'impression, je ne sais pas si je parlerais d'éthique du regard, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une expérience tout à la fois d'implication du regard et d'exigence de Ah, recul pour le critique. spectateur. C'était par rapport au spectateur surtout. C'est Voilà, ça, mais c'était. il me semble que c'est le cas. Alors, en ce sens-là, oui, pour le spectateur, en tout cas, le spectateur est impliqué et il est impliqué aussi dans la tentative de prise de distance. Donc, en ce sens-là, oui, ça pourrait être une question, un enjeu d'éthique du regard en ce sens-là, si vous voulez, oui. Ouais. Mais il y a toujours les deux, quoi. Il y a une manière d'être impliqué et de chercher le point de vue en même temps qui pourrait échapper à l'opacité, mais en n'y échappant jamais. Ouais. Donc, vraiment, pour insister là-dessus, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est que ce point de vue critique n'émerge jamais d'une position d'extériorité. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un film qui tente de ménager un point de vue critique, mais qui émerge toujours d'un rapport immanent à la réalité qui est décrite. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant, plutôt que d'avoir un film qui en quelque sorte, se ménagerait une position d'extériorité par rapport à l'objet à critiquer, c'est beaucoup plus complexe. Ça montre que on est toujours pris d'une certaine façon dans ce qui est à critiquer. Hein. Et donc là, il y a une véritable exigence et on pourrait en effet mobiliser l'idée d'éthique du regard, en tout cas une exigence vis-à-vis du spectateur. Hein. C'est un film exigeant en ce sens-là. Il amène le spectateur à être intelligent en quelque sorte. Il faut tenter de s'installer au cœur de ce qui est proposé, quoi. Alors, si on en venait, parce que vous en parlez un peu aux critiques, dont les critiques cubains, on reprochait à ce film le fait qu'il était, enfin, ils l'ont jugé trop lyrique, trop éloigné, je l'ai noté, du néoréalisme qui leur sont familiers. Comment on peut interpréter ce décalage esthétique? Oui, alors on a moins travaillé sur cette question-là, sur les questions de réception Ouais. dans le livre. Hein. C'était pas le premier enjeu, mais c'est vrai que cette difficile réception du film côté cubain est évidemment une énigme intéressante sur laquelle, à partir de là, on a travaillé l'analyse du film. Oui, donc visiblement, il y avait un côté... l'héritage finalement du cinéma russe, soviétique, ne correspondait pas à la sensibilité cubaine. Et c'est comme si finalement, oui, ce lyrisme, cette emphase était mal placée. Hein. C'est comme si c'est les témoignages qu'il y a des personnes qui assistent à la première à la Havane, etc. C'est une espèce de gêne face à une révolution qui a certes été vécue dans l'emphase, mais là, c'était sur l'aspect formel et visiblement, ça ne cadrait pas, quoi. Et par ailleurs, on a aussi de montrer que, bien sûr, il y a cette dimension lyrique, mais il ne faut pas la caricaturer non plus. Alors peut-être a-t-il été trop perçu comme tel à ce moment-là, mais lorsqu'on travaille, comme nous l'avons fait, sur les multiples niveaux de sens, en plus des équivocités, des hésitations, etc., on se rend compte que c'est d'un lyrisme très, comment dire, pas très maîtrisé, mais d'un lyrisme qui est aussi de l'intérieur, mangé par des incertitudes. Le fait même de jouer sur des symboles, par exemple, et des symboles qui ont des doubles sens, le fait d'avoir ces références, notamment Eisenstein, le fait d'avoir un film en 4 épisodes, mais où il y a des renvois néanmoins entre les 4 épisodes, des 4 épisodes entre eux, construit toute un sens à multistrates, si vous voulez, et qui fait que le lyrisme est certes un aspect réel du film, tout comme nous sommes emportés, on vous le disait, dans le mouvement même de la caméra, dans la traversée de l'opacité, etc. Mais en même temps, on se situe aussi toujours à un autre niveau, à des niveaux de signification multiples et variés. Soy Cuba de Mikhail Kalatozov, c'est l'origine, en tout cas c'est le sujet de votre livre édité chez Presse Universitaire de Lyon, dans la collection Le Vif du Sujet. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous procurer.
on n'a effectivement pas dit tout, on n'a pas tout parlé on n'a pas dit tout ce qu'il y avait dans le livre. Par exemple, moi j'avais une question, il y avait pas mal de questions à poser, mais bon, on est rattrapé malheureusement par le temps. En tout cas, oui, je vous en prie. Une petite chose, donc au mois de juin paraîtra encore dans la revue en ligne Fantasia un volume que nous dirigeons tous les deux sur Soy Cuba, avec une introduction que nous aurons écrit ensemble, mais aussi un texte de Sébastien, puis un texte de Ginis Vonkin, un texte de François Albera, donc vraiment les grands spécialistes du cinéma russe, et de Vincent Amiel. Voilà, ça paraîtra son début juin en ligne, revue Fantasia. Voilà. C'est la revue, vous m'avez dit comment? Fantasia. Fantasia, PH. D'accord. Ok. Fantasia. Et ben, on mettra ça. Ok, pas de souci. On verra le lien de toute façon. En tout cas, merci beaucoup Sébastien Laoureux et Laurent Van Ed, d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de Soy Cuba, qui est un film qui est complètement accessible dans le sens où il est disponible. Voilà, on peut le voir, que ce soit en DVD, Blu-ray ou alors aussi sur Internet. Voilà. Merci en tout cas à vous deux, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.